Nous allons envoyer un homme sur la Lune. Cette phrase, elle a été prononcée par John F. Kennedy lors de son fameux discours de mai 1961. Oui, c'est vrai, ça a absolument rien à voir avec le copywriting. Enfin, pas vraiment. En fait, derrière cette phrase, il y a 6 leviers psychologiques de copywriting qui sont cachés. Et ça, c'est un des sujets dont on parle aujourd'hui avec Mathias Abalea. Qui ça? Mathias Abalea. Ok, je vous le présente. Mathias, c'est le cofondateur de l'agence Propaganda. C'est une agence de copywriting qui génère 30 000 € de chiffre d'affaires par mois. Avec son associé Axel Loquet, il dirige une équipe de 8 personnes. D'ailleurs, Axel, c'est aussi un cas super intéressant. L'année dernière, avec ses emails, il a généré 1 million de chiffre d'affaires. À lui tout seul. Ah oui, et avant ça, Mathias, il était freelance copywriter pour des infopreneurs qui généraient plusieurs millions de chiffre d'affaires par an. Autant vous dire qu'il a pas mal de choses à raconter. Et c'est pour ça que je voulais discuter avec lui aujourd'hui. Voilà ce dont on va parler dans cette vidéo. Le concept de Big ID, ou comment créer des idées qui restent en tête. Les 3 éléments de base que tout copywriter doit maîtriser. La métaphore du pot de Nutella pour comprendre ce qui donne envie aux gens d'acheter. Le concept de copywriting invisible. La très mauvaise expérience copywriting que Mathias a vécue et la leçon qu'il en a tirée. Comment le livre Comment se faire des amis a changé la vie de Mathias et peut aussi changer la vôtre. Et plein d'autres trucs. Et c'est parti pour l'interview. C'est quoi le meilleur conseil copywriting qu'on t'ait donné? Ah ouais, tu rentres direct dans le vif du Ouais. sujet. Ah ouais, non mais moi on parle copywriting ici. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, Ouais. putain, en choisir un comme ça, c'est chaud. Bah, en fait, j'ai envie de dire déjà, ça va dépendre de la période, forcément. Mais si je dois en retenir qu'un seul, je sais pas. Bah, il y en a un qui m'importe beaucoup, surtout en ce moment, et c'est de faire du copywriting qui soit excitant, entre guillemets, à lire. C'est-à-dire que je vois beaucoup de copies où c'est très problème-solution. Vous êtes dans telle situation, alors ce qui suit, machin, et donc j'ai la solution pour vous. Enfin, un truc très problème-solution. Et on retrouve notamment sur des thématiques comme la santé, le sport, la nutrition. On retrouve, oui, manger des burgers tout en perdant des kilos, blablabla. Enfin, on retrouve toujours les mêmes trucs. Et donc, en fait, c'est la notion de toujours avoir une bonne big idea dans son texte, être toujours à la recherche d'une bonne big idea qui va être donner un aspect de nouveauté, d'intensité, beaucoup de curiosité dans le texte. Enfin voilà, c'est à ça, quoi. Et rajouter vraiment je sais pas comment dire, mais tu vois, du sel un petit peu à ton texte, quoi, tu vois. Faire rentrer les gens dans un monde, dans une histoire, dans quelque chose de nouveau, quoi. Et pas juste problème-solution comme on voit partout. Je pense aussi c'est un peu pour toi parce que toi si forcément je pense pour les aspects pour tout ce qui est santé tout ça les gens c'est la première fois tu vois entre guillemets enfin ils sont pas habitués à des pages de vente donc pour eux je pense que ça marche encore mais c'est sûr qu'aussi pour toi en tant que copywriter c'est trop chiant si t'es à ta 50e page de vente tu fais toujours problème solution toujours pareil je pense que tu perds un peu de la Le point est pas c'est ok, tu vois, en fait, mais c'est juste dans un marché qui peut être ultra saturé, ou si on parle un peu qui est assez sophistiqué, c'est là où c'est intéressant d'aller ailleurs. Mais après, par contre, oui, si tu vois, tu débarques dans un marché où il y a absolument aucune concurrence, il y a aucun copywriting, et tu commences à faire du copywriting basique, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Mais rajouter une big idea qui a de la gueule, c'est bien aussi, tu vois. c'est quoi que t'entends par big ID parce que je pense que c'est un terme qui est compris de plein de façons. Ouais, effectivement. Alors, une big idea, en français, une grande idée, on voit, c'est vrai que tu as raison, on voit ce que c'est, mais on peut avoir du mal parfois à le définir. Moi, j'aime bien le dire comme ça, tu prends un bouquin, c'est la 4e de couverture. C'est-à-dire que c'est pas un élément dans ton texte, c'est pas l'accroche, c'est pas le lead, c'est pas la promesse à la fin, c'est pas ce que tu veux. C'est vraiment la 4e de couverture, c'est ce qui va c'est ce qui va faire le scénario un petit peu qu'on va retrouver un petit peu partout au fil du texte. Par exemple, je sais pas, tu vois, si y a un exemple qui est assez pris, que j'avais déjà pris une fois dans le passé et qui est pris dans pas mal de thématiques, c'est le poisson, le rémora. Tu sais, c'est un tu vois, en gros, c'est un poisson qui se colle sur le dos des requins pour pouvoir naviguer en toute liberté sans se faire attaquer, et ils arrivent comme ça à se nourrir aussi. Enfin bref, c'est tout un délire. Et en fait, c'est un peu un parasite, si tu veux, le rémora. Et il y a plein de gens dans différentes thématiques, on va dire l'affiliation par exemple, où je sais pas, tu vois, d'autres trucs, ils vont faire une page de vente en utilisant la méthode rémora, tu vois, ou un truc comme ça. Et c'est-à-dire qu'ils vont faire toute une histoire autour du poisson qui se colle, machin. Et en gros, la technique du business va être exactement la même chose. Donc, tu te colles à quelqu'un qui a déjà du succès pour choper son succès à lui, tu vois. Enfin bref. Ouais.
C'est pour revenir sur le truc de Big ID, c'est pas, c'est vraiment quelque chose. C'est ce qui va, c'est l'histoire en fait. C'est l'angle que tu vas utiliser. C'est la C'est couleur. le fil rouge un peu. Le fil rouge, ouais, c'est encore mieux dit. Tu vois, le fil rouge, c'est encore mieux. Ouais, effectivement, c'est le fil rouge. Ouais. Et donc il y a plusieurs éléments à voir dans une Big ID. C'est déjà un élément qui est nouveau, un élément qui apporte aussi de la curiosité. Et un élément aussi qui va être intéressant, c'est-à-dire qui va faire réfléchir la personne, tu vois, c'est pas juste un truc que c'est quelque chose que tu comprends tout de suite, mais qui va vraiment donner de la réflexion à la personne qui va découvrir. Un peu du contre-intuitif, non? Ça peut être ça, oui, par exemple. C'est un exemple. Okay. Tu as lu Made to Stick, le livre, ou pas? Mon copy chief dans l'agence, il m'en a parlé il y a genre 2 semaines en me disant qu'il fallait que je le lise parce que justement sur la Big ID, il m'a dit que c'était pas mal du tout. Je l'ai pas lu encore, mais il est sur ma liste. Ouais, bah là, je suis en train de le lire, c'est incroyable. Bon, j'ai commencé, donc je vais essayer d'expliquer vite fait ce qu'il dit dedans. Je ne sais pas dans quoi je m'aventure, mais on va voir si c'est clair ou pas. Mais donc, en fait, Made to Stick, pour ceux qui connaissent pas, c'est un livre dans lequel le concept, c'est simple, c'est créer des idées qui collent, des idées qui restent dans le temps. Et dedans, en fait, il donne les 6 points pour qu'une idée, du coup, la grande idée, pour qu'elle reste collée, que ce soit vraiment des idées où tu les vois, tu fais waouh, c'est incroyable. Et ces 6 points, en fait, tu peux les retenir avec l'acronyme SUCCESS, donc SUCCES. Et les 6 points, c'est premièrement, ton idée, elle doit être simple, mais pas simple dans le sens courte, simple dans le sens facile à comprendre. Deuxième point, l'idée, elle doit être unexpected, donc inattendue. Troisième point, elle doit être c'est concrète, donc on peut se la représenter mentalement. Quatrième point, elle doit être crédible, donc ça, c'est lié au messager qui la donne. Cinquième point, du coup, c'est émotionnel. Et 6e point, c'est stories, donc tu dois raconter, enfin, ta grande idée doit raconter une histoire. Et il donne une grande idée que je trouve est vachement parlante, c'est quand John F. Kennedy, il a dit « on va envoyer un homme sur la Lune ». Tu vois, c'est une grande idée qui est simple, tu comprends ce qu'il veut dire. C'est inattendu, parce que les Américains, ils étaient en mode « comment ça ?» C'est concret, parce que tu peux te le représenter mentalement, tu vois, le gars qui arrive sur la Lune. C'est crédible, parce que c'est le président qui le dit. C'est émotionnel, parce que forcément, t'as ce qui veut dire « waouh, c'est incroyable ». Et rien que dans cette phrase, t'as une histoire qui est racontée. Tu vois l'homme qui va arriver sur la Lune, etc. C'est excellent. Je trouve en fait ça résume vachement bien une Big ID, effectivement. Mais du coup, c'est même hyper bien. Je vais le garder en tête parce que le truc de succès, justement, c'est vrai que ça rend le truc plus facile à expliquer et plus mémorisable. Mais du coup, c'est un copywriter, le mec qui a écrit ce bouquin-là, ou rien à voir? Non, bah déjà, je crois qu'ils sont 2 à avoir écrit ce livre, mais les 2, je crois que c'est juste des gars qui ont. Enfin, ouais, je sais qu'ils sont pas copywriters, mais je sais pas trop ce qu'ils ont fait comme parcours. Je sais que c'est des gars un peu qui ont bien travaillé dans le marketing, ce genre de trucs. Et tu l'as découvert quand, le livre? J'écoutais le podcast de David Laroche, Business Impact, avec Alice Zaguri, et dedans, il a dit je suis en train de lire Made to Stick, c'est incroyable. Et comme je kiffe David Laroche, je me suis dit vas-y, je lui fais confiance. Je me suis mis en petit livre audio et là je suis en train de l'écouter. D'accord, ouais, ça marche. J'ai pas encore écouté cette interview-là, mais c'est vrai qu'elles sont vachement bien les interviews de David Laroche sur cette chaîne. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et pour l'instant, je regrette pas ce que je suis en train d'écouter, quoi. Excellent. Bah ouais, tu vois, ça m'a donné aussi envie de m'y mettre là. Comme du coup, t'es la 2e personne qui m'en parle. Je trouve le résumé que tu donnes de la Big ID est vachement meilleur que ce que j'ai essayé de donner. Du coup, faut que je le lise, ouais, effectivement. Ok, ça. Donc du coup, si je résume, donc t'as dit enfin c'est pas le meilleur conseil, mais c'est un conseil qui t'est venu, ça serait de mettre je sais plus comment tu l'avais dit, merde. Ouais, c'est vraiment essayer, c'est juste, enfin, tout simplement pour résumer, hein, c'est juste avoir une Big ID dans son texte. Une Big ID dans son texte, ok. Arrêter de faire des trucs basiques, problème, solution, et aller chercher plus loin. Enfin, voilà, après je suis biaisé parce que je lis beaucoup de textes de vente de personnes qui avaient soit postulé avec nous, soit je tombe dessus parce que je fais pas mal de recherches et dès que je vois une pub, je clique dessus, enfin ça fait partie du job, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai tout le temps l'impression de lire à peu près le même truc. Ce qui est pas, voilà, encore une fois, c'est très bien sur un marché qui est pas saturé, mais sur un marché qui se sature, et surtout si on parle à une audience de seconde vague, faut aller chercher plus loin si on veut vraiment avoir des gros résultats, quoi. Ouais, clairement, ouais, ça dépend de ouf de l'avatar. Si tu parles à la dame qui a 45 ans, 50 ans, qui va sur Internet une fois par mois, tu t'en fous que ce soit pas une solution, mais quand tu parles au gars qui utilise au moins YouTube une fois par jour, au bout d'un moment... Très vite, t'as déjà tout vu, quoi, tu vois. Enfin,
Tu passes Ouais. 4 mois à te former à fond sur le marketing, tu regardes tous les youtubeurs, tu regardes tous les mecs, toutes les formations, tous les machins, tu télécharges une quinzaine de lead magnets à force. Tu connais tu connais les trucs, quoi. Clairement. Et ce que j'aime vachement en fait avec ce truc de grande idée, c'est comme tu dis en fait, tu peux pas faire deux textes identiques parce que ta grande idée en fait c'est pas une structure, c'est plus un concept. Et donc le fait de naviguer sur ta page, tu vois, t'es même limite pas obligé de suivre AIDA, tu vois. Je pense que tu peux avoir des pages qui partent un peu plus dans tous les sens avec leur grande idée, tout ça. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, bah ça dépend. Après, tu vois, les structures, c'est bien, tu vois, mais on peut aussi s'en détacher. Alors, je conseille pas de Mm. le faire, forcément, mais les Mm. structures, enfin, moi, je fais la comparaison, les structures, c'est les petites roues sur le vélo, tu vois. Ça va Ok. t'aider à pédaler, mais après, une fois que tu sais pédaler et que tu es sûr de toi, tu peux aller en freestyle, quoi, tu vois. Ouais. Je conseille pas forcément, parce que dès que j'essaie de partir en freestyle, en général, c'est C'est chaud. de la merde, quoi. À la fin, enfin, en Ouais. tout cas, c'est de la merde, mais ça fait pas de vente, donc c'est de la merde. Et dès que tu essayes de rester dans les clous au maximum, en général, ça marche mieux. Donc, Ouais. je sais pas, tu vois, en fait, il y a quoi? Il y a plus de 100 ans de copywriting derrière nous. Il y a des mecs qui ont vu des sortes de, pas de règles, tu vois, mais des principes. Ouais. Bah, ils ont plus bossé que moi, ils sont sûrement plus intelligents que moi, donc je vais pas faire le plus malin, quoi, tu vois. Donc, plutôt Clairement. de respecter ce qui a été fait, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense, je trouve ça incroyable la métaphore là, des petits trous. Je la retiens pour, pour l'avenir. Je pense, ouais, peut-être le seul problème que je vois aux structures, c'est comme tu disais avec ce truc problème-solution que ça devienne récurrent et que t'as l'impression que ce soit toujours la même chose. Je pense que c'est le piège dans lequel il faut pas tomber. Après, structure, ça veut pas dire que tu as un copywriting qui ressemble aux autres. C'est-à-dire que c'est pas parce que les structures, c'est pas des phrases, tu vois, c'est pas genre Ouais. j'étais comme vous, c'est pas là où tu vas mettre en sous-titre en gros Mm. j'étais comme vous, ou maintenant vous avez 2 choix. Enfin, tu vois, c'est pas là, c'est du copywriting, c'est du copier-coller. Enfin, c'est des phrases que tu copies-colles. Les structures, c'est plus un moment, ok, dans ton lead, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre beaucoup de curiosité, tu vas donner envie à la personne de lire la suite, tu vas montrer les bénéfices, etc. Ensuite, après, des structures, il y en a plein. Il y en a qui vont rentrer directement dans l'histoire, il y en a qui vont parler des 3 Ouais. mythes ou des 3 secrets sur tel truc. Enfin, il y a plein après de manières de structurer ton texte. Ça va dépendre à qui tu t'adresses et à qui et le produit que tu vas vendre derrière, quoi. Ouais. Et toi, tu utilises souvent la même structure ou tu changes régulièrement de structure? Moi, j'utilise, enfin, ça dépend en fait. C'est ce que je disais avant, en fait. Tu vois, ça va dépendre de l'avatar, ça va dépendre de sa conscience du problème, de sa conscience du marché, et ça va dépendre du produit. C'est-à-dire qu'un produit à 17 balles et un produit à 1000 balles, c'est pas le même délire pour le vendre. Et quelqu'un qui a déjà vu des centaines de pages de vente sur cette thématique-là et qui a vu des webinaires, des machins, etc., c'est pas la même chose que la personne qui vient de découvrir et qui est complètement unaware sur la solution, tu vois. Ouais. Donc, il n'y a pas de... Tu peux utiliser les grandes structures, tu vois, c'est-à-dire que tu vas avoir ton lead, et puis après, tu vas avoir une histoire, après, tu vas avoir tel truc, mais au final, ça donne jamais la même page de vente, hein, si c'était un peu la crainte que tu donnais. Ouais, non, mais c'est plus, tu vois, parce que par rapport à ce que tu disais, problème-solution, je sais que je me rends compte un peu en commençant à regarder un peu pas mal de pages de vente, sur plus les pages de vente un peu débutantes, tu vois, tu la vois facilement, la structure, bah, comme tu disais, genre, vous avez tel problème, vous avez tel machin, vous avez tel truc, j'ai la solution pour vous, voici ma solution, X, Y, Z. Le copywriting, c'est comme le closing, il doit être invisible, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas ressenti que on est en train de te faire du copywriting. La personne doit juste être en train de se dire, je suis en train de lire un texte qui est en train de m'intéresser, qui me montre une possibilité de résoudre tel ou tel truc, ou qui va me changer la vie pour X ou Y raison, mais il ne doit pas se sentir qu'il y a du copywriting, en quelque sorte, quoi. C'est stylé, ouais. Et le closing, c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire que s'il y a le mec qui vient de parler en disant tout de suite... ouais, tu sais, qui utilise les phrases toutes faites de closer, quoi. C'est pareil, tu le sens et ça te bloque, quoi. Donc on va faire du copywriting invisible en quelque sorte. Il y a les structures, elles sont là, mais elles sont pas visibles, quoi. Comment tu fais pour faire du copywriting invisible? Bah, c'est justement en respectant les structures, mais pas les grandes structures, tu vois, au niveau macro. Pas en prenant des petits éléments, des petits bouts de phrases, des petits bouts de machin, etc. C'est plus en prenant les choses au point de vue macro. D'accord. Et après, tu t'adresses à ton client idéal, quoi. Tu vois comment tu irais lui parler en fonction de ce que tu sais de lui et de ta recherche, quoi. Ok. Ouais, ce que tu me dis, ça fait penser à un truc un peu pareil dans l'univers du cinéma, c'est carrément pareil.
alors je sais plus quel livre, mais c'est un gars qui expliquait que en cinéma, t'avais genre, je crois, 6 grandes structures. Et en fait, toute la créativité, c'était pas dans le fait de réinventer les structures, mais dans ce que t'allais dire dans tes structures. Et Mm. c'était là où tout le travail se faisait. Ouais. Et est-ce que C'est les 6 étapes, c'est le parcours du héros, c'est que tu... ça? non, je sais que c'était un autre gars, mais oui, t'as forcément le parcours du héros, il en parle. Mais c'était vraiment un livre qui expliquait voilà, qu'il y avait 6 grandes structures, puis t'as un autre livre qui dit qu'il y a 9 grandes structures. Et dans l'idée, en fait, il y a un nombre fini de structures. Et notre job, c'est pas de réinventer les structures, mais d'être créatif sur ce que tu vas mettre dans ces structures. Yes. Bah, c'est exactement ça. Très bien résumé, ce que je dis pas assez de dire. Parfait, bon bah écoute, au moins ça veut dire que je te comprends déjà, on est Ouais. sur la même longueur d'onde. C'est top. Ouais. Ça va. Bon, du coup, dans la même lignée, c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Ah bah, ce serait l'inverse du coup, mais bon, ce serait un peu facile de répondre ça. C'est-à-dire de peut-être freestyle, tu vois, et de pas respecter rien du tout. Ok. De faire du copywriting, je sais pas, il y en a qui vont dire ça. Euh, J'avais entendu un terme dernièrement, quelqu'un qui disait du copywriting, je sais pas, d'âme, tu vois, où t'écris avec ton cœur, machin. Enfin, ce serait ça, quoi. Mais sinon, là, pour autre chose, le pire conseil. Euh, Alors, ça n'a pas été donné volontairement, c'est plus moi qui l'ai Ouais. compris comme ça. C'est pas quelqu'un qui m'a dit un conseil de merde, quoi. C'est plus Mhm. il y a quelqu'un qui faisait quelque chose dans son business ou qui a exprimé les choses d'une certaine manière et moi je l'ai compris d'une autre, par exemple. Et c'est en mode, faut pas. Et du coup, tu testes pas, tu vois. Par exemple, tu Ok. testes pas, c'est-à-dire que tu fais les trucs un peu sans tester. Ou sinon, il y avait. Putain, merde, ça m'a échappé. Merde, ça m'a échappé. Bon, bref, je vais rester Bon, sur ce c'est pas grave, hein. sur le premier truc, c'était en mode ah oui, c'est ça. C'était le perfectionnisme. C'est vouloir le faire trop bien pour le lancement, tu vois. C'est-à-dire que tu vas lancer un produit et c'est les jours J et tu te prépares pour le jour J, tu fais ça tout bien comme il faut en espérant que ça marche. Ce qui n'est pas du tout la bonne approche, en tout cas à mon sens. Pour moi, l'approche la plus pertinente, c'est avoir une approche plus lean, c'est-à-dire où tu vas tester petit à petit les choses, prendre du feedback et à partir de là construire un peu le château que tu as envie de construire, quoi, tu vois. Mais pas le construire et puis après l'envoyer sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, je me suis retrouvé plusieurs fois à bosser de cette manière-là. Mhm. Bah, il y a des gens qui me contactent, qui veulent une page de vente. Bah, je fais, tu veux une page de vente, ok, voilà une page de vente, quoi, tu vois. Et puis après, ça va marcher plus ou moins bien, voire pas du tout. Mais parce que, bah voilà, il y avait rien de testé avant, en fait, quoi. Donc, tu as fait ta précommande, tu l'as mise en ligne et. Ouais, voilà. Et c'est pour ça, tu vois, aujourd'hui, quand on a des clients qui n'ont pas de preuve de concept, on va d'abord aujourd'hui, on va avoir avec eux plutôt une approche de testing. C'est-à-dire qu'on va mettre en place quelque chose rapidement, on va le mettre sur le marché, et puis après, on va voir ce que ça donne. Donc, si la personne a une grosse audience, bah, très bien, elle balance sur sa mailing list, elle segmente, elle la limite un petit peu. Si la personne n'a pas d'audience, bah, il faut qu'elle paye de la pub pour qu'on puisse tester ça. Là, par exemple, on est en train de bosser avec une personne qui est influenceuse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a une zone d'expertise, elle a plusieurs milliers d'abonnés Instagram, et donc mais par contre elle connaît pas du tout son audience parce qu'elle a pas vraiment fait de business dessus. Ok. Elle a posté des trucs et il y a des gens qui la kiffent, quoi, en fait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un tunnel avec un quiz, en fait, justement pour récupérer de la data sur l'audience. Alors c'est pas parfait, c'est pas comme si on était au téléphone avec les gens, mais ça donne Ouais. déjà les premiers éléments pour savoir où est-ce qu'on va, en fait, avant de balancer la grosse page de vente avec la grosse formation, tu vois. Ok. Et tu me parles de tests, comment tu fais en termes de forfait? Si tu leur dis pendant 3 mois on vous accompagne et on teste régulièrement? Ouais, c'est un format d'accompagnement, du coup, ouais. C'est-à-dire qu'on est là pour la création, on est là pendant le lancement, et on est là après aussi, pour essayer d'améliorer les choses, en fait, quoi. Ok. Est-ce que tu es à l'aise à parler des prix que tu factures ou pas? Ouais, 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 bah, y a pas de problème. Ok. Comme je sais que je pense j'ai pas mal de copywriters qui écoutent ces interviews, voir un peu toi les prix que tu fais sur un accompagnement par exemple avec on va pas prendre forcément celle-là parce que pour pas foutre de bordel, mais de manière générale c'est un accompagnement pour 3 mois par exemple. Sur une page de vente, tu facturais combien? En fait, je suis à l'aise pour te répondre par rapport à ça, parce que ma réponse, ça va pas être un chiffre précis, tu vois. Ok. Euh, et je pourrais t'expliquer après, moi, comment je fais. Mais en gros, l'objectif, quand on est prestataire de service, c'est pas se dire, ah, combien je vais te payer pour ça. Ouais. L'objectif, c'est de se dire, comment je peux aider mon client à atteindre ses objectifs. Donc, la première question, c'est quoi ses objectifs?
Ouais. Si le mec qui veut faire 2000 euros, il est content avec ça, bah, on va pas pouvoir bosser ensemble parce que si tu fais que 2000 euros, moi je te prends combien? Je te prends 1000, mais du coup tu vas pas vivre avec 1000 euros, puis moi je m'en fous de 1000 euros. Donc non, Ouais. ça dépend de c'est quoi ses objectifs. Ok, il veut faire, je sais pas, tu vois, je te dis un chiffre au pif, il veut faire 1 million. Ok, tu vas faire 1 million. Tu vas dépenser combien en pub? C'est quoi ton audience? Ok, bah tu vas faire 1 million, bah c'est chaud, c'est un gros objectif. Du coup, faut mettre les moyens. Et parce que l'engagement, le travail n'est pas le même. Donc forcément, le prix est différent. Donc c'est plus par rapport à ça. Ensuite, par rapport à des clients qu'on peut avoir, ça va dépendre du prix de son produit, ça va dépendre de, je disais, combien il va mettre en publicité ou la taille de son audience. Ça va dépendre de l'impact qu'on peut avoir pour lui, en fait. Après, il y a d'autres enjeux qui entrent aussi, d'un point de vue business. C'est qu'est-ce que le mec il peut m'apporter derrière en plus. Exemple, on bosse avec quelqu'un, actuellement, on est payé, c'est nul ce qu'on est payé. Ouais. Mais par contre, en termes de réseau qu'on peut créer avec cette personne-là derrière, c'est énorme, quoi, tu vois, en fait. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est plus comme ça que j'ai toujours raisonné, c'est-à-dire, plus j'ai des gens dans mon réseau, plus automatiquement je vais faire de l'argent. Donc même si à l'instant T, je vais faire moins d'argent, c'est pas grave parce que ça va m'ouvrir des portes de ouf après derrière. Et donc voilà, Ok. c'est un autre raisonnement aussi. Et puis après, peut-être un autre élément, c'est les kiffs en fait. Est-ce que le truc, t'as envie de le faire ou non? Ça, c'est important. C'est presque le plus important, tu vois. Bon, à partir du jour où tu gagnes ta vie, quoi. Bien sûr. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Donc, si j'ai envie de le faire et le client il a envie de bosser avec moi, on va forcément trouver un deal à un moment donné. Si j'ai pas envie de le faire, bah, je double mon tarif. C'est les fameuses techniques. Tu fais que doubler, ça va, t'es gentil. Hein. Moi, j'ai des gens qui disaient, moi, je quadruple, je fais x10. Tu peux aussi, ouais. Oui, enfin, je l'ai pas encore fait, tu vois, donc je mets. Ouais, pourquoi pas. Ça va dépendre de qui, tu vois, forcément, ça va dépendre de quel type de business aussi. Ça va dépendre. Est-ce qu'on est full ou pas, tu vois, en ce moment. Là, en ce moment, tu vois, en interview, on est le 22 juillet, c'est un peu plus calme, tu vois, donc je suis un peu plus open s'il y a des gens qui veulent discuter avec moi pour bosser, quoi. Par contre, en septembre, je pense que ce sera un peu moins le cas. Ça repart. Ça a un impact sur les... Enfin, j'arrive pas à parler. Ça a un impact, les vacances d'été, sur les gens qui viennent chez toi? Pas autant que quand tu as un business physique ou un truc comme ça, parce que là, c'est digital, tu vois, ça tourne toute l'année, etc. Ouais. Mais quand même, tu le ressens, enfin, tu vois, les gens se détendent un minimum, c'est bien normal, tu vois. Mais je trouve ça marrant, tu vois, parce que autant, comme tu dis, dans un business physique, c'est logique, comme t'as tous les gens en vacances, tout ça. Mais quand t'es un faux-preneur, tout ça, en fait, c'est ton propre patron, donc tu te mets tes propres vacances. Et je trouve ça drôle que t'aies cette vision collective de juillet, août, septembre, t'es plus détendu, tu vois. Bah, moi, personnellement, non. Mais je sais que les gens peuvent partir en vacances. Mon associé, là, il revient de vacances, par exemple. Et puis, je sais pas, tu vois, peut-être aussi, mes clients, c'est des entrepreneurs, donc des gens qui lancent des offres. Bah, ils ont moins envie en ce moment, ils sont peut-être moins là-dedans, tu vois, il fait beau, puis on sort du confinement, etc. Donc les gens sont pas dans ce mood-là. Ça veut pas dire qu'il y aura pas d'acheteurs, hein, c'est pas ce que je dis. Bien sûr, bien sûr. C'est un truc collectif, tu vois, en fait, en quelque sorte, entre les offers-owners et ceux qui peuvent acheter des offres, quoi. Mais par contre, oui, je crois pas du tout, je pense pas du tout que juillet, août, c'est mort en soi, tu vois. Si demain tu lances une offre, c'est pas parce que c'est juillet que ça va merder forcément, quoi. D'accord. Après, peut-être ça dépend des thématiques aussi, peut-être, je sais pas, ça j'ai pas toutes les dates. On n'a pas la science infuse pour tout non plus, mais... Et puis justement aussi, il y a un aspect intéressant, en mode si effectivement tous les gens partent en vacances l'été et qui sont moins open, bah tout le monde ne part pas en vacances, et donc si toi tu fais une offre à ce moment-là, bah potentiellement tu prends une grande part du marché disponible, du marché, parce qu'il y a moins de concurrence et les gens ils ont toujours envie d'acheter parce que tout le monde aime acheter. Donc ouais, potentiellement, ça peut être intéressant, quoi. J'aime bien la phrase que tu viens de dire, tout le monde aime acheter. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Ouais, je sais pas trop par où commencer, mais je le vois déjà à titre personnel, par exemple. Forcément, c'est une montée de dopamine, tu vois, en fait, quand tu achètes un truc. Tu vois. Pourquoi on aime acheter? Je sais pas, tu vois. Honnêtement, je connais pas je peux pas te donner une explication logique par rapport à ça. Et c'est drôle, tu vois, parce que quand tu dis tout le monde acheteur, quand t'es un peu copywriter, entrepreneur, tout ça, je pense que t'as pas mal un consensus de dire, les gens, ils vont jamais vouloir acheter mon produit. Et mais en fait, c'est vrai que quand tu réfléchis, j'avais vu une phrase qui était très parlante, c'est les gens n'aiment pas se faire vendre, mais ils adorent acheter. Ouais. Et ouais, c'est vraiment cette mentalité, je trouve,
arriver en copywriting, être capable à faire en sorte que tu présentes ton produit de la meilleure façon possible, qu'il devienne attractif, mais sans forcer les gens à leur vendre, pour que les gens aient ce sentiment de tiens, j'ai envie d'acheter ce truc et non pas je me fais vendre ce produit. D'où l'intérêt, tu vois, de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le copywriting invisible, entre guillemets, c'est-à-dire que tu viens pas avec tes gros sabots, etc. Surtout si la personne est déjà sophistiquée, elle a déjà vu les trucs et tout. Mais ouais, pourquoi les gens aiment acheter, je t'avoue, non, honnêtement, je sais pas. Juste, je le ressens moi-même Ouais, en tant qu'individu. Par exemple, je sais pas, tu vois, j'ai accès à toutes les formations copywriting qui existent, ou ouais, marketing sur plein de sujets, de par les clients, de par les gens qui me disent des trucs parce que machin, ou de par mes propres, ce que j'ai pu acheter. Et je retrouve quand même un plaisir dans le fait d'acheter une formation, tu vois. Dernièrement, j'ai acheté une ouais, formation, j'en avais pas besoin, ça allait pas résoudre un problème immédiat ou quoi que ce soit, mais ça me faisait plaisir de l'acheter pour satisfaire. Eh ben, il y a un aspect curiosité aussi, c'est-à-dire que j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le produit, j'avais envie de regarder un petit peu ça, puis je sais pas, ça me faisait kiffer, donc je connais pas la raison, je vois juste mon expérience personnelle. Après, je sais que dans d'autres, si, attends, dans d'autres sphères, on va dire ça comme ça, donc notamment chez des gens qui sont dans la matrice, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais je sais pas comment dire autrement, et c'est mieux que Rat Race, je trouve. ok, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux sans le savoir, et vont ouais, trouver du coup une source de satisfaction dans le fait d'acheter, parce que c'est comme un pansement que tu vas mettre quelque part, tu vois. Moi, je peux le voir avec des gens dans mon entourage qui vont se plaindre de leur travail et qui vont avoir hâte d'être le week-end, ou je sais pas, qui vont avoir une fixette sur avoir une belle maison et d'acheter plein de trucs, aller chez Ikea, acheter plein de trucs jolis, etc. Ce qui sert à rien en soi, ça va pas te rendre plus ouais, heureux, mais je sais pas, ouais, ouais. j'ai l'impression que ça vient plus facile, rapide et gratification immédiate, quoi, tu vois, en fait, en quelque sorte. Ouais. À l'inverse de faire les efforts difficiles pour régler le problème que tu as, ou le problème de fond, en fait, qui existe, quoi. Clairement, et moi je vois ça un peu comme le pot de Nutella, tu vois, c'est genre les gens ils se sentent vides intérieurement et au lieu de réfléchir à pourquoi est-ce qu'ils sont vides, ils vont manger un pot de Nutella parce que ça fait du bien et tout ça instantanément, mais ça va les remplir que momentanément et dans le lendemain ils vont être encore plus mal parce qu'on sait tous que le pot de Nutella c'est pas ultra bénéfique. Mm. Donc ça va, ça va. Bah, il y a un lien, tu vois, avec le copywriting, hein. C'est-à-dire que quand tu fais du copywriting, tu veux toujours présenter ta solution pour qu'elle soit plus simple à appliquer, facile à comprendre et rapide pour avoir des résultats. Et Ouais, typiquement, par rapport à ça, tu vois. Donc, c'est typiquement ça. Et là, tu vois, par exemple, moi, j'ai pris un programme sportif dernièrement. ouais, Ce qui m'avait plu dans la promesse, c'était qu'il y avait un nombre de jours limité pour avoir tel résultat. Et c'est ça qui m'a parlé, parce que forcément, tu vois, genre, ok, j'ai envie de perdre du poids, me muscler un petit peu plus. Voilà, je me confesse. Euh, mm, du coup, il y avait des programmes, c'était en 8 semaines, c'était en 12 semaines, mais il n'y avait pas de promesses chiffrées, il n'y avait pas de machin. Et même si là, je sais que le programme que j'ai fait, c'est pas totalement vrai, que c'est un peu des promesses abusives, etc., le fait que ça donne un cap et tu vois le truc de gratification immédiate. Et donc, même on est en conscience de ce truc-là, on est quand même. Enfin, ça que je bien trouve ça sûr. ouf, c'est qu'on est quand même impacté par le truc. Mais c'est bien d'en avoir conscience quand même un minimum, quoi. Ouais, bah, c'est clairement, ouais, si on est en termes biologiques, c'est parce qu'il y a 10 ans, enfin 10 ans, non, il y a plutôt 10 000 ans, 100 000 ans, parce que 10 ans c'était pas le cas, mais il y a 100 000 ans, c'est quand t'avais de la nourriture, t'avais intérêt à la manger instantanément, parce que sinon, ça se trouve dans 2 jours, tu te fais bouffer par un animal, la nourriture elle est plus là. Donc je pense que t'as vraiment ce truc ancré de cerveau reptilien, de se dire, faut que j'ai au maximum la gratification immédiate, parce que ça se trouve demain elle sera plus là. Et je sais que c'était une vidéo de Cyrus North qui parlait de ça, de l'expérience du marshmallow. Je pense que tu connais cette expérience. Ça me dit quelque chose, ouais, mais je l'ai déjà vu, mais là, comme ça me revient pas, effectivement. Voilà, je rappelle aussi peut-être pour les gens qui voient pas ce que c'est. C'est en fait des chercheurs, ils avaient mis un marshmallow enfin, un enfant devant un marshmallow, et ils leur disaient un truc simple, c'est je reviens dans 15 minutes. Si dans 15 minutes t'as pas mangé ce marshmallow, je t'en donne un deuxième. Mais si par contre tu l'as mangé, je t'en donne pas de deuxième. C'était aussi bête que ça.
Et en fait, ce qu'ils ont fait, ces chercheurs, à la fin, ils ont regardé ceux qui avaient pris le marshmallow, du coup, qui avaient cherché la gratification immédiate au dépit de la gratification future plus satisfaisante. Et pareil pour les enfants qui, eux, avaient attendu pour en avoir plus, ils ont suivi ces enfants sur 60 ans. Et ils se sont rendus compte qu'en moyenne, tous les enfants qui avaient attendu le deuxième marshmallow, ils réussissaient mieux dans la vie, etc. Et ça, c'est ce qu'on pensait avec l'expérience jusqu'à récemment. En fait, récemment, il y a plusieurs études qui sont venues carrément contredire ça, et je trouvais ça passionnant. C'est qu'en fait, ils expliquaient, par exemple, qu'il y avait certains enfants, ils avaient mangé le marshmallow, mais ils n'avaient pas mangé le marshmallow par rapport à la gratification immédiate de leur cerveau, etc. C'est parce que c'est des enfants qui avaient grandi dans un milieu pauvre, et dans ce milieu, en fait, on leur avait appris que chaque chose était précieuse, et que quelque chose que tu avais aujourd'hui, tu l'aurais pas forcément demain, tu vois. Et du coup, ces enfants, ils ont mangé le marshmallow, mais pas dans l'idée d'avoir une gratification immédiate en soi, c'est parce qu'ils avaient cette mentalité de se dire, bah, si ça se trouve, dans 15 minutes, il sera plus là le marshmallow, et donc je vais le manger. Et bref, je sais plus pourquoi je racontais tout ça. Non, c'est ultra intéressant. Putain, merde, il y a Siri qui vient de se mettre. Attends. T'inquiète. Ouais, non, ultra intéressant. Je connaissais pas là ce que tu viens de décrire. C'est vrai que ça fait sens. Ouais, du coup, l'instinct de survie qui prend le dessus, surtout si on vit dans des conditions plus difficiles. Ouais. Ok, mes transitions sont un peu fluides. C'est pas grave, c'est du montage. Il y a pas de. Voilà, c'est ça, moi je m'en fous, hein. Ça se trouve, ils entendront jamais ce qu'on dit. Bref. J'ai un concept que j'aime beaucoup dans le design martiaux, mais de manière générale, je crois que tu en avais parlé dans un interview System.io, si je dis pas de bêtises, c'est que pour être expert dans un domaine, ce qu'il faut, c'est maîtriser les bases à la perfection. C'est-à-dire, vraiment, bah, c'est pour ça que je disais l'exemple du karaté, on voit ça très bien en karaté, c'est pas chercher à faire 100 000 mouvements, fameuse phrase de Bruce Lee, j'ai plus peur de quelqu'un qui a fait 1000 fois le même coup de pied que quelqu'un qui a fait 1000 fois 1000 coups de pied différents. Je pense que c'est un peu la même idée dans le copywriting, dans l'idée de, il y a des bases en copywriting, et mieux vaut être expert dans ces bases plutôt que d'aller chercher dans les petits recoins. Et du coup, d'où ma question, qui est, je pense, assez complexe, mais ça m'intéresse de voir ce que t'en dis. C'est quoi, selon toi, les bases du copywriting qu'il faut maîtriser? Les trucs, tu te dis, voilà, s'il y a, je sais pas, 2 trucs, 3 trucs, ces trucs-là, faut être un expert dedans pour être vraiment bon. Yes. Pareil, c'est une question. Ouais, c'est vrai que une question assez dense. Mais c'est l'idée, tu vois, pour voir un peu ce qui te sort, te ressort de la tête. Ce qui sort en premier, ouais. Je dirais en 1, savoir ce que tu vends. Ok. Capable d'expliquer concrètement c'est quoi ce que tu es en train de vendre. Quand c'est pour toi, c'est facile, mais quand c'est pour un client, c'est difficile. Parce que si tu sais pas toi-même, c'est pas sûr, enfin, tu vois, c'est pas intégrer l'offre de ton client exactement ce qu'il y a dedans et à quoi ça sert, etc. Ça va être difficile d'avoir un discours pour le simplifier pour le prospect et le rendre sexy aussi. Donc savoir ce que tu vends. Et la deuxième chose, c'est à qui. À qui? À qui, ouais. C'est qui d'accord. Je pensais que c'était un truc genre AKI. Non, c'est pas Tega ou du PS, pas quoi là. Non. À qui tu vends ce produit-là? Quand je dis cette personne, on a tendance à penser que c'est des caractéristiques sociodémographiques. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'était vrai il y a 50 ans, mais je pense que c'est plus vrai aujourd'hui. Ouais, surtout à l'ère d'Internet. Ouais, parce quelle est la différence entre toi, moi et quelqu'un qui vit en Pologne, tu vois, par exemple, là où je suis en ce moment? Ouais. Il y en a pas tant que ça. Avant, en fait, je dis ça parce que avant, les gens, c'est marrant, c'est un prof que j'avais à la fac qui disait ça. Il prenait le train et il parlait à ses voisins et puis il commençait à discuter avec eux, quoi. Et donc d'abord, il se présente et tout ça. Et la première question qui venait, après échanger les prénoms, c'est « Tu viens d'où ?» Donc, je viens de tel endroit, tel village, etc. Parce que souvent, tu as tes parents qui ont vécu là, tes grands-parents aussi, toi aussi. Et donc, il y a un attachement au territoire. Ouais. Et il y a des valeurs autour du territoire aussi, en quelque sorte. Tu retrouves ça notamment dans des coins où c'est plus... encore aujourd'hui, où l'attachement au territoire est fort. Je sais pas, peut-être en Bretagne, c'est encore un petit peu, tu vois, c'est léger. Mais par exemple, en Corse, c'est hyper fort, tu vois, par exemple. Ouais. Où les gens se sentent plus corses que français, par exemple.
Et aujourd'hui, on ne demande plus du tout tu viens d'où, on demande tu fais quoi. Ouais. C'est une des premières questions que tu poses. Et donc, c'est pour ça que dire juste les conditions, tu viens de tel endroit, t'es un homme, t'es une femme, etc. Pour moi, aujourd'hui, ça a moins d'importance. Ce qui est plus important, c'est le monde, l'environnement dans lequel, l'environnement professionnel, par exemple, dans lequel est la personne, parce que c'est carrément lié à ses croyances, parce qu'on passe plus de temps dans ses études ou au travail qu'avec les siens, en quelque sorte. Je sais que Ok. quand moi j'étais en études de sociaux, ma méthode de pensée était très différente d'aujourd'hui où je baigne dans un milieu marketing digital. Ouais. Et encore avant, c'est pareil, quoi. Donc voilà, c'est savoir un peu dans quel environnement il vit, qui sont ses proches, qu'est-ce qu'il croit vrai, des choses comme ça. Ok. C'est pareil, avant la politique, ça comptait beaucoup, tu vois. Est-ce que tu es de gauche, est-ce Hmm. que tu es de droite, est-ce que tu es communiste, est-ce que tu pas communiste? Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins important, personne ne va forcément se Ouais. rattacher à un drapeau comme avant, tu vois, en fait, ça existe toujours, hein, bien entendu, mais Bien c'est sûr. beaucoup se dire que je suis féministe, ou LGBT machin, ou Ouais. on sait rien, ou l'inverse, quoi, anti-féministe, ou, Bah, c'est pas mal sur l'identité, là, tout ce que tu dis, finalement. ouais, Quel type de personne c'est? ouais, l'identité, mais pas du coup euh, de là où tu as vécu, ou si tu es une homme Ouais. ou une femme, quoi. Plutôt l'identité psychologique, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc comprendre Ok. qui, comprendre du coup, est-ce que c'est la première fois qu'il découvre ce que tu fais ou ce qu'ont fait tes concurrents? Du coup, est-ce qu'il a déjà acheté chez tes concurrents? Ou est-ce qu'il est complètement, il découvre totalement ce truc-là, ce monde-là, parce que forcément tu vas pas t'adresser de la même manière et c'est pas être les mêmes leviers qui vont marcher aussi pour le séduire. Voilà, donc qu'est-ce que tu vends, à qui? Bon, c'est déjà pas mal. Si t'en as, si c'est ça qui te revient, c'est très bien, hein. Bon, bah après, après là, tu peux rentrer plus dans le copywriting. Donc ça va Ouais. être un peu la phase de recherche. Et puis après, ça va être le copywriting. Donc moi, Ouais. il faut trouver une bonne big ID et un mécanisme Ok. dans le produit. Et puis à partir de là, Ok. tu pars sur ton lead. Et puis sur le reste, enfin, ton lead, si tu fais une page de vente, quoi. Mais Ok. ton tunnel, plus, on va dire ça comme ça. Je te pose cette question parce qu'en fait, c'est aussi sur un aspect personnel. Moi, j'ai tendance à beaucoup surintellectualiser les choses, tu vois, et à aimer apprendre plein de choses sur le copywriting, mais ça peut être des petites techniques ou des petits détails. Et c'est pour ça que j'aime bien dans le copywriting ou dans le domaine de façon générale, à vraiment avoir, tu vois, cette base où quand j'ai tendance à m'éparpiller, me dire, ok, c'est quoi les fondamentaux sur lesquels je dois me reconcentrer, sur lesquels je dois partir sur une page de vente, tu vois. Vraiment avoir un truc, se dire, ok, donc faut que j'ai ça, ça, ça et ça. Si je respecte ça, c'est pas que ma page de vente elle sera réussie, mais au moins je suis sûr de pas déjà complètement foirer ma page de vente, quoi. Mm, mm. Ouais, tu vois, euh, quand tu commences à trop te torturer le cerveau, bah t'en oublies de mettre des bénéfices, tu vois, par exemple, des fois. Alors que Ouais. bon, c'est juste la base et que des bénéfices doit y en avoir Ah pas ouais, non mais. sur pratiquement chaque phrase de ton texte. Euh, et pareil, tu vois, clarifier l'offre, par exemple. Est-ce que Ouais. on comprend qu'est-ce que c'est ton truc, en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi. Et ça se fait avec la Big ID du coup. L'offre, non, 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 l'offre, pas forcément, mais Pas forcément? non, pas forcément. Mais tu vois, par exemple, je te donnais cet exemple parce que là, j'étais dessus dernièrement, enfin là, il y a Ok. 2 jours, là, où on avait fait un lancement pour un client. La page de vente avait bien marché, mais l'upsell avait pas du tout marché. Et puis, Ok. bon, je regarde le script et tout qu'on avait fait, et moi, c'était correct et tout ça. Mais après, je me dis, mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi l'offre en fait. Et, D'accord. et donc, en fait, c'était ça en fait, tu vois. Bon, là, c'était un upsell, c'est différent parce que c'était Ouais. en lien avec l'offre d'avant. Mais ouais, ça manquait de clarté, quoi, tu vois. Et Ok. faut savoir, c'est que tu peux faire le meilleur copywriting du monde, mais si les gens ils savent pas ce qu'ils achètent, bah ils vont pas l'acheter, quoi, tu vois. Alors faut qu'il y ait de la curiosité. Je dis pas l'inverse, au contraire, mettre beaucoup de curiosité. Mais il faut que les gens ils savent à peu près ce qu'ils achètent, quoi, tu vois. Pas savoir Hmm. pas savoir c'est quoi le mécanisme unique, pas savoir c'est quoi le la technique, le truc, le machin. Mais il faut qu'ils comprennent ce qu'ils achètent et à quoi ça va leur servir en fait. Quel problème ça vient résoudre. Donc la clarté. Clarté, ouais.
ultra. Moi, c'est clairement ce que je dirais si on me demandait l'élément en termes d'écriture de texte sur lequel se concentrer, moi, je dirais la clarté. Ouais. Ouais, effectivement. Ok, donc si je résume, en termes de préparation du texte, c'est connaître parfaitement ce qu'on vend et à qui on vend. Et quand on écrit le texte, le plus important, c'est la clarté. Ouais, oui, bah c'est important, quoi. C'est important. C'est important. Après, oui. Bien sûr, il faut pas que de la clarté, bien évidemment, hein, mais là, je parlerais plutôt, tu vois, quand imagine, t'es un copywriter déjà bien avancé, tout ça, que t'as bien tes trucs, mais t'as l'impression de trop t'embrouiller. Sur quoi est-ce que tu dois te reconcentrer en premier? T'es en train de faire ta page de vente et t'es un peu perdu, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais, enfin, oui, par exemple. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais? Ouais, bah du coup, ouais, c'était un peu ce truc par rapport aux bases, tu vois, sur quoi est-ce que je me reconcentre au lieu de partir dans 30 000 détails, quoi. Ah, bah, c'est plus ou moins ce que je pense que j'ai dit. Ouais, oui. Ah, Ouais, non, mais c'est pour ça. En fait, je l'ai posé sous forme de question, mais c'était plus un résumé de ok, ça marche. ce que t'avais dit. Yes. Donc, Ouais, donc, à qui je le vends, à quoi ça sert et à quoi ça va leur servir et qu'est-ce ok, qu'il y a eu avant et tout ça, quoi. ça va. Je voudrais savoir, est-ce que t'as déjà eu une expérience client horrible? Plein. Est-ce que t'en as une qui ressort du lot? Ça va dépendre sur quel aspect, si tu veux parler. Si tu veux aller plus sur l'aspect copywriting, ou tu veux aller plus sur l'aspect prestataire de service et le côté humain, ou enfin, je sais pas. C'est-à-dire, tu vois quoi comme différence entre prestataire de service et copywriting? Ça peut être une expérience horrible parce que ça n'a pas marché, il n'y a pas eu de vente ou des trucs comme ça, ou ça peut être une expérience horrible parce que les conditions de travail n'étaient pas réunies, ou, tu vois, ou des Ok, je voyais plus sous conditions de travail. conditions de travail, ok. Après, la pire, j'ai jamais eu rien d'horrible, hein, je précise quand Ok, même, au cas où. ouais. C'est vrai que pas très longtemps, il y a plusieurs mois, enfin c'était l'année dernière plutôt, je me suis retrouvé à bosser dans un truc sur un engagement un peu long terme où il n'y avait pas de clarté sur là où on allait en fait. Ok. C'est-à-dire que entre la personne qui était au-dessus de moi, donc le directeur marketing, et les personnes qui géraient le business, déjà il n'y avait pas la même vision du truc. Et donc il y a eu un petit moment de flottement comme ça, et puis après, arrivé le début de l'année, une mission à tenir qui était impossible, quoi, concrètement, en termes de timing et de temps qu'on me donnait, tu vois, en fait, en quelque sorte. Tu savais pas trop ce que tu devais faire, c'était pas du tout clair. Ouais, voilà. Mais en fait, pour aller sur ce sujet-là, tiens, on parlait de clarté. Ouais. Et le manque de clarté dans la délégation, c'est le pire fléau et c'est aussi le plus courant. Et ça va très très vite. Je me rends compte à quel point aujourd'hui, maintenant où c'est plus moi qui délègue, quand t'es pas clair, quand ça fait perdre un temps monstre et ça va très très vite. Donc ouais, en fait, si on reprend cette expérience-là, c'est l'importance de la clarté. Et ça, moi, je l'ai appris avec un mentor, justement, qui était l'un des directeurs marketing qui était au-dessus de moi pendant un moment, qui, lui, avait une façon de faire très protocolaire, militaire, mais au moins, les choses étaient posées. C'est-à-dire que je savais ce que j'avais à faire, je savais à quel moment, toujours mettre une deadline. D'ailleurs, n'importe quelle communication, moi, je conseille toujours de mettre une deadline. Parce que, prendre exemple bateau de la vie de tous les jours, ouais, j'arrive. J'arrive, c'est-à-dire quoi? Dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 30 minutes, ça veut tout dire. Et si imagine, toi, tu vois, tu me délègues une page de vente et tu me demandes, ouais, bon, Mathias, tu peux me faire ça pour quand? Ouais, là, dans quelques semaines. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'avoir une date pour préparer ton lancement, etc. Donc voilà, c'est le manque de clarté. Et pareil, il y a beaucoup je coach des copywriters, là, comme ça, c'est un petit truc que je fais en parallèle. Et ils bossent avec des clients et souvent, on leur délègue des trucs, mais ils savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils manquent des informations. Et ils n'ont pas encore le réflexe d'aller demander, en fait, ces informations-là. Pourquoi je dis ça? Parce que, à part un copywriter, personne ne sait ce que c'est vraiment le copywriting et de ce que tu as besoin pour faire du copywriting. Donc, le mec qui a le business, il va te dire, Mathias, j'ai besoin d'une page de vente, l'avatar c'est XYZ machin, il va te faire un petit brief comme ça, et le produit c'est ça, ok.
Mais sauf que ça, pour lui, c'est suffisant. Sauf que toi, Bien pour sûr. un calculateur, quand tu te retrouves devant ta copie, tu as besoin de beaucoup plus d'informations et de beaucoup plus de choses. Et par exemple, d'avoir contact de pouvoir regarder l'offre, ou d'avoir contact avec un client, ou des choses comme ça. Et si on ne demande pas... Putain, je suis parti loin, là, je suis parti un peu dans tous les sens. Là. Si on ne demande pas, eh ben on ne l'aura pas. Parce que les gens, ils ne savent pas ce que c'est le copywriting. Et donc, c'est important, quand on délègue, qu'on est la personne qui fait la mission ou qu'on est la personne qui délègue la mission, de toujours mettre de la clarté dans les choses et donc toujours valider avec une deadline et en demandant à la personne la confirmation qu'elle a tous les éléments qu'il lui faut pour travailler. Et ça, c'est important. Et en fait, du coup, pour revenir à l'histoire, putain, je vais essayer de finir à peu près le truc proprement. Arrivé dans cette équipe-là, c'était un gros business qui faisait plusieurs millions. Donc, pour moi, les choses étaient carrées. Surtout que c'était pas tout à fait quand je débutais, mais j'étais encore en plus en mode, je regardais les gens d'en bas en quelque sorte en me disant ok les mecs ils connaissent bien plus que moi, ils ont fait des trucs de ouf, etc. Donc je me mets en bon soldat parce que moi c'est quelque chose que je fais, c'est-à-dire que je sais me mettre en bon soldat quand il faut, et quand je donne une légitimité à quelqu'un, j'ai aucun problème à mettre mon ego de côté, à me mettre en bon soldat. Donc ok, je me mets en bon soldat, et du coup le onboarding était pas très bien fait, l'émission c'était toujours un peu dans l'urgence, etc. Mais moi je pensais que c'était normal et que ça faisait partie du truc, et donc je disais rien, en fait je faisais ça. Et c'est là où je me suis rendu compte du truc, en fait, en quelque sorte. Donc c'était la pire, je vais la terminer, c'était la pire expérience de copywriting, c'est parce que ça manquait de clarté. Oh putain, je plains les gens qui ont écouté ça. Non, c'était propre, hein. T'as fait début, milieu, fin. Tu crois, moi je me suis perdu quand même en cours de route, mais... T'as eu de la délégation qui est passée par là, mais le message, du coup, la leçon que t'en as retenue, c'est que faut toujours mettre de la clarté quand tu communiques avec les gens. Yes, si on pouvait retenir ça, ce serait vachement bien, ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose de naturel pour moi à la base, je suis plutôt en mode freestyle, mais aujourd'hui, je me force à devenir cette personne-là et à être très militaire dans ma façon de communiquer avec les autres. Alors c'est un apprentissage, hein, j'y arrive pas encore, mais voilà, j'essaye de le faire. En termes de délégation, tu parles? Ouais, et avec mes clients aussi, pour leur avoir les informations que j'ai besoin. Donc il y a des process quand ils commencent à bosser avec nous. C'est-à-dire que du moment où ils acceptent de bosser avec nous, il y a différentes étapes par lesquelles on va passer pour éviter justement ces manques d'informations ou ces incompréhensions, le manque de clarté ou des choses comme ça, quoi. Ok. Ça va. On va partir sur un sujet là-bas. Il est où? Je sais pas si on va bien. Dans ton interview avec System.io, tu as dit cette phrase qui m'a fait sauter de ma chaise. Tu as dit Comment se faire des amis, c'est un livre qui a changé ma vie. Moi, je me suis dit incroyable, c'est un livre qui a aussi changé ma vie. Donc, j'ai envie qu'on en parle ensemble. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce qu'il fait dans ce livre, qu'est-ce qui fait que tu trouves ce livre incroyable? En fait, quand je l'ai lu, au début, j'étais un peu sceptique à cause du titre et de la couverture. À cause du titre. On est tout à fait d'accord. Ah, mais la couverture aussi, d'ailleurs, je remarque que tu as la même que moi, cette couverture horrible. Ça va me dire, donc je l'ai longtemps repoussé. Et qu'est-ce que ça a changé? En fait, tout simplement, déjà, c'est dans les... Le premier truc concret, très concret, c'est quand j'ai commencé à faire du démarchage. Comprendre que pour se faire apprécier des gens, il faut leur parler de ce qu'ils aiment. C'est-à-dire que ce que j'aurais fait avant, ça aurait été de parler de mon service en disant à quel point il est bien, en quelque sorte, à quel point il est génial, on peut les aider. Quand j'ai lu Comment se faire des amis, du coup, je suis plus arrivé avec une approche. Moi, je prospectais des salles de sport majoritairement à l'époque. C'était il y a plus de 2 ans maintenant, je me perds avec les dates. Donc, il y a plus de 2 ans. Je savais que la personne que j'allais voir, s'il est gérant d'une salle de sport, c'est qu'il s'intéresse au minimum au sport et à son business, forcément. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais lui parler de sa salle de sport. Donc, waouh, putain, c'est quoi? Pourquoi vous avez mis ce sol-là sur... pourquoi vous utilisez ce type de matériel pour le sol? Ou pourquoi tu as utilisé ce genre de machine-là? Et le mec, trop content de m'en parler, tu vois, en fait, en quelque sorte. Donc, pourquoi vous, c'est des cours collectifs que vous proposez? Ça se fait de moins en moins, j'ai l'impression, les cours collectifs aujourd'hui.
Et je dis, ouais, mais tu sais, moi j'aime bien, et les gens ils aiment bien être entre eux, etc. Enfin bref, je m'en foutais en vrai de ce qu'il me racontait, mais je sais que si je veux me faire apprécier, il va falloir que j'écoute la personne et je lui fasse parler de ce qu'elle aime. Et quand tu fais ça, en plus en prospection, tu arrives un petit peu comme pas un sauveur, mais comme je sais pas le mot que je vais chercher, mais c'est-à-dire que les gens, ils ont rarement l'occasion de pouvoir vraiment s'exprimer parce que les gens, ils sont fous, en fait. Moi, si je peux parler de copywriting avec toi parce que ça t'intéresse et j'imagine que ton audience aussi, mais si demain je vais croiser quelqu'un dans la rue et je vais parler de copywriting, ça va l'emmerder, tu vois. Donc, il y a beaucoup de gens, alors moi j'ai de la chance que c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça a été à une certaine époque dans ma vie où mes centres d'intérêt n'étaient pas partagés par la plupart des gens. Et donc, quand tu trouves quelqu'un que ça intéresse, bah, t'es trop content, en fait, parce que t'as jamais l'occasion de partager. Et l'être humain est un être profondément social, bah, on a besoin de partager, et on aime partager, même quand on est introverti, ou qu'on est timide, ou que, même comme moi, qui n'a pas besoin de voir des gens toute la journée, j'aime profondément partager avec les autres, c'est partie de la nature humaine, en quelque sorte. Et donc, bah, là, quelqu'un, t'imagines, du jour au lendemain, il était peut-être coach sportif, il a décidé de faire un prêt à la banque, de plusieurs centaines de milliers d'euros peut-être, pour pouvoir créer sa salle de sport selon sa vision du truc, selon ses désirs, selon ce qu'il avait remarqué dans son expérience. Et avec qui il va parler de ça, tu vois? C'est-à-dire que ses salariés s'en foutent, à la limite, sont juste coach sportif. Sa femme n'a strictement rien à foutre. Ses amis, probablement pareil. Donc, quand tu as quelqu'un qui arrive et qui pose vraiment des questions et qui a vraiment de s'intéresser à ce que tu fais et tout ça, bah forcément, ça fait un impact. Et du coup, bref, sur comment se faire des amis, ça c'était un impact concret que ça a eu dans ma vie, dans mes résultats, parce que c'est ce qui m'a permis de vivre de mon business. C'était en me faisant apprécier les gens que j'allais démarcher pour après leur vendre ma solution. Et du coup, après, ma solution paraissait géniale parce qu'il y avait ce biais de sympathie, parce qu'ils m'appréciaient, parce que je m'étais intéressé à eux. Ok, donc c'est plus sur un aspect professionnel que ça t'a aidé, c'est ça? Ouais, et puis bah, personnel aussi, c'est-à-dire que forcément, après, dans les relations, en fait, je me rendais compte que je comprenais rien. Enfin, honnêtement, au fond de moi, je sais que je suis quelqu'un assez égoïste, dans le fond. Mais ça veut pas dire que j'aime pas les autres. Et en fait, ça m'a appris l'importance aussi d'essayer d'écouter les autres, en fait, en quelque sorte, pour... En fait, je crois aussi ce bouquin-là, il m'a fait comprendre à quel point les gens, ils avaient besoin de parler, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que, et qu'ils ont besoin d'être écoutés, quoi, aussi. Et donc, c'était pas une compétence que j'avais avant, mais comme j'aime les gens quand même, bah, je savais que si je voulais faire plaisir à ceux que j'ai envie de faire plaisir, il faut que j'apprenne à écouter, en fait, en quelque sorte, ce qui n'était pas du tout naturel avant pour moi. Je pense que ça peut être encore plus loin que ça, parce que tu vois, t'as dit, quand tu l'écoutais, le genre de la salle de sport, t'en avais rien à faire. Je pense que le niveau encore supérieur à ça, c'est écouter et apprendre à prendre du plaisir, tu vois, dans le fait d'écouter, parce que je pense que à partir du moment où tu sais poser des bonnes questions et que tu laisses la personne écouter, tu vois, moi si je te posais des questions, je sais pas, à la con, en mode alors t'as quel âge, tu viens d'où, tout ça, j'aurais pas du tout envie de t'écouter, parce que je m'en fous fondamentalement, et je pense aller encore plus loin, aller dans un skill où tu poses des bonnes questions qui intéressent la personne et qui en même temps toi t'intéressent. Pour vraiment aller à ce niveau de discussion. Bah, c'est le genre de discussion où t'es là, tu peux parler pendant des heures, tu vois pas le temps passer. T'as vraiment limite une connexion émotionnelle entre les deux personnes, quoi. C'est ce qu'il dit hein, dans le bouquin, justement. Quand je dis que je m'en foutais, en fait, c'était surtout par rapport aux premières questions. C'est-à-dire que les premières questions, tu vas pas rentrer directement dans un truc émotionnel dès la première question. Il te connaît pas, il t'a pas vu. Parlez-moi de votre mère. Parlez-moi de votre mère, ça a pas de sens. Mais en fait, c'est là où, en fait, c'était le hameçon, en fait, en quelque sorte. Je lui parlais, il intéressait lui et pas moi. Mais après, petit à petit, la discussion, et d'ailleurs, c'est un de mes grands secrets au niveau de la prospection, c'était que j'emmenais la discussion petit à petit, de manière pas frontale, mais vraiment, vraiment petit à petit, sur les valeurs et la vision du monde. Et là, ça devenait intéressant. À part il y a certaines personnes, c'était moins intéressant que d'autres. Mais non, la plupart du temps, c'était vraiment intéressant. C'était des grandes discussions. Et du coup, des fois, j'avais des prospections qui duraient 2 heures, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je débarquais dans la salle de sport, j'y allais vers 14h, 15h quand il n'y a pas trop de monde. Et puis, bah, je repartais de là et il était 16h30, quoi, tu vois. Et le mec, il devait reprendre parce qu'il y avait des abonnés qui commençaient à arriver et tout ça.
Mais du coup, la discussion là, elle est passée sur les valeurs et la vision du monde et tout ça. Et là, ça devenait plus intéressant, effectivement. Mais voilà, tu ne peux pas arriver comme ça en mode frontal. Ouais. Tu as besoin d'avoir un peu des questions entre guillemets bateau pour créer un début. Exactement. D'accord. C'est très drôle, tu me parles de valeurs et de vision du monde parce que c'est toujours ma dernière question sur les valeurs et les visions du monde pour voir ce qui est au fond des invités, tu vois. Qu'est-ce qui est le plus à cœur. Du coup, je vais te poser la question, c'est une transition parfaite, je suis obligé de saisir la perche. En plus, c'était une bonne transition cette fois. C'est ça. Du coup, imagine, tu as un panneau géant, et ce panneau géant, il est vu par des millions de personnes tous les jours. Ok. Ouais. Et dessus, tu peux écrire le message que tu veux. Tu peux mettre une image, tu peux mettre des mots, tu mets ce que tu veux sur ce panneau géant. Tu mettrais quoi dessus? Premier truc qui m'est venu en tête, c'est la phrase d'Antoine BM qui sort tout le temps. J'adore Antoine BM, c'était lui qui m'a fait découvrir le business en ligne. Et je le suis pas forcément aujourd'hui, mais à une certaine époque, c'était vraiment cool et ça m'a beaucoup motivé aussi quand j'avais pas de résultats et que je découvrais ce monde-là. Et il disait toujours à la fin de ses vidéos, restez libre. Et alors je lui pique un peu le truc, mais c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Et je trouve que c'est important, surtout aujourd'hui d'ailleurs, de rester libre. Parce que c'est pas si évident au final. Ça représente quoi pour toi, rester libre? Parce que le terme libre, c'est vachement... c'est ce que je dirais aux gens. Après, la liberté, effectivement... alors, là, du coup, ce que je dirais aux gens, c'est rester libre selon votre définition de ce que c'est la liberté. Ouais. Peu importe ce que c'est. Moi, qu'est-ce que c'est? Je suis quelqu'un de très monomaniaque et c'est pouvoir dédier 100% de mon énergie sur le truc qui me fait le plus kiffer. Donc aujourd'hui, depuis 1 an et demi, je pense, c'est le copywriting. Ouais. Être libre pour moi, c'est-à-dire que tout mon espace mental et la majorité de mon temps est dédié au copywriting. Et c'est ça où c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, tu vois, c'est moins le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis concentré sur le scaling de mon agence. Donc, je fais moins de copywriting parce que c'est plus difficile de faire du copywriting et en même temps de gérer des équipes, etc. Donc, on pourrait dire que j'ai moins de liberté aujourd'hui. Mais en fait, là, je le fais parce que je sais que ça va m'amener plus tard vers un confort long terme où je pourrais me dédier exclusivement au copywriting. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de faire en sorte que mon agence tourne bien et puisse surtout tourner sans moi. Ce qui fait qu'après, je pourrais moi me dédier à 100% au copywriting parce que je sais que là, j'ai une agence qui tourne, qu'elle n'a pas besoin de moi pour tourner et qu'elle fait de l'argent et ce qui me permet de subvenir à mes besoins et voilà quoi, tu vois. Donc c'est d'avoir, pour moi c'est vraiment ça, c'est pouvoir être 100% dédié sur le truc que j'ai envie de faire. Et avoir la liberté de pouvoir changer de truc aussi. Donc ça serait plus une liberté mentale. Alors c'est pas que mental du coup parce que si je gagne, j'ai la chance, le copywriting ça permet de gagner de l'argent, mais si ma passion comme avant c'était la musique, ça aurait été compliqué quoi, tu vois. Ouais. Donc, ce qui m'a amené d'ailleurs justement en business en ligne, c'était la possibilité de faire plus que de la musique de mes journées. En me disant tiens, si je fais un business autour de ça, je vais pouvoir gagner de l'argent, je vais pouvoir quitter le petit taf que j'avais et je vais pouvoir faire que ça de mes journées. Ok. Ouais, donc c'est la liberté mentale, mais qui est t'as quand même besoin d'argent et de liberté physique derrière. Ouais, puis de toute façon, il y a besoin d'argent, quoi qu'on en pense, quoi qu'on Bien sûr. De toute façon, on a besoin d'argent. Donc ouais, mais enfin, je préfère, tu vois, pour moi, c'est avoir la possibilité d'être 100% dédié sur le truc que j'ai envie de faire. Si demain, je veux complètement autre chose, ce sera complètement autre chose et j'aurai la liberté de changer. D'accord. Donc la liberté de faire ce que tu veux faire et d'y le faire à 100%. Ok. Donc le message, ça serait rester libre. À défaut de mieux. Mais... Non, mais il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est ton message à toi. Mais c'est vrai que par contre, je fais pas de formation en ligne ou quoi que ce soit, mais on va le faire, je pense, avec l'agence prochainement. Et c'est vrai qu'un des gros moteurs là-dedans, c'est que, comme je disais un peu avant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur vie, qui les ont, et ils n'ont pas conscience qu'il y a d'autres vies qui sont possibles.
Et quand on l'a fait, on a envie de dire aux autres que mais vous n'êtes pas obligé de vous faire chier dans ce truc-là qui vous emmerde. Clairement, c'est incroyable. Ouais. Il y a d'autres possibilités en fait. Alors c'est pas forcément l'entrepreneuriat, le business en ligne, mais globalement il y a d'autres possibilités en fait. On n'est pas obligé d'accepter ce statut-là un peu, enfin, le mode de vie. Salarié. Voilà. Ok. Mais je pense que ce truc-là, ça va de plus en plus changer. Bon, c'est que mon point de vue personnel. Mais moi, je considère que Internet est en train de complètement bouleverser tout. Parce qu'en fait, bon, ça c'est c'est ma vision du monde. Mais moi, je considère que la communication, c'est l'élément le plus important au monde. Genre, si tu sais bien communiquer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, tu peux tout faire. Si tu, je sais pas, tu veux sortir avec une fille, c'est la communication. Tu veux négocier une augmentation, c'est la communication. Tu veux gagner de l'argent, bah, suffit que tu aies des clients et que tu saches bien communiquer avec eux, tu gagnes de l'argent. C'est plus compliqué que ça, mais tu comprends l'idée. Et pour moi, en fait, ce que ça a changé Internet, c'est que ça a rendu la communication accessible à tout le monde. Tu vois, aujourd'hui, tu vas envoyer un message au président Obama, bah, tu te connectes sur LinkedIn, tu lui envoies un message, c'est pas sûr qu'il te réponde, mais tu as la possibilité de faire quelque chose qui avant était absolument impossible. C'est pour ça que moi, je considère qu'aujourd'hui, ce truc de salarié, c'est quelque chose qui va être de moins en moins répandu, parce qu'avant, le salarié, t'étais obligé de communiquer par cette voie du diplôme, etc. Et aujourd'hui, avec Internet, tu peux communiquer directement avec la personne. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus de gens se lancent dans le business en ligne, parce qu'ils réalisent que ils n'ont plus forcément besoin d'avoir un diplôme pour gagner leur vie, etc. Attention, pour les gens qui nous écoutent, si jamais vous faites des études ou quoi, je force pas les gens à quitter leurs études, quoi que ce soit. En plus, si tu fais des études ou un métier qui te plaît, ça n'a aucune utilité de le quitter. Mais juste comprendre qu'aujourd'hui, avec Internet, la communication a été démultipliée et on peut faire des trucs de fou qui n'étaient pas possibles il y a 20 ans, quoi. Voilà, c'était un petit message, je sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas. Ouais, si. Bah après, est-ce que, enfin, la prédiction un peu que tu fais, je sais pas, tu vois, peut-être, ouais. Mais en tout cas, oui, en tout cas, c'est accessible et ouvert à n'importe qui le veut vraiment. Bien sûr, faut mettre les efforts derrière, c'est pas magique. Bah, si c'est l'entrepreneuriat, oui, pour le coup, oui. Si t'es salarié pour une boîte digitale, ça existe, hein, et au contraire, il y en a de plus en plus, parce que tout ce qui est en ligne se professionnalise de malade, donc c'est pas rare que des gens qui ont des business en ligne ou des e-commerce prennent des gens en CDI. C'est de moins en moins rare. Mais après, oui, par contre, si tu veux être entrepreneur, même freelance, il y a une grande histoire de volonté derrière, parce que c'est des sacrés efforts à faire et des gros sacrifices aussi à faire. Que tout le monde n'en est pas capable, tout le monde n'a pas l'envie profonde non plus. Tu vois. Si c'est juste du confort, tu vas très vite lâcher. Si c'est en viscéral, tu vas le faire quoi qu'il arrive. Et tu vas y arriver. Clairement. Ça va. Bon bah écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Du coup, on va gentiment aller vers la fin de l'interview. Je voudrais savoir en toute dernière question, dans tout ce qu'on a dit, c'est quoi que les gens ils devraient retenir? Alors pas le truc où je suis un peu parti dans tous les sens là. Bah, je crois que c'est peut-être le dernier truc, tu vois, qu'on a dit, c'est que donc j'ai dit du coup. Ça fait très égocentrique là comme ça. Mais non. C'est n'importe qui veut atteindre cet objectif-là, s'il veut être en ligne ou quoi que ce soit, et ben, il peut y arriver. C'est le message que je dis à chaque fois quand j'ai une interview, mais parce que j'y crois vraiment, et c'était, pour moi pour le coup c'était vraiment un besoin viscéral de ne pas être salarié, de ne pas vivre ma vie standard, parce que j'aurais été hyper malheureux. Et du coup, je sais que je suis pas le seul, et donc moi, ça m'a pris beaucoup de temps et d'efforts et de sacrifices pour y arriver. Pour certains, c'est plus rapide, et tant mieux pour eux. Pour moi, ça a été un peu long. Je pense que ça a pris 1 an et demi si je compte bien. Ouais. Et du coup, pendant un an et demi, enfin, on réalise pas, hein, mais pendant 1 an et demi, j'ai même oublié à force avec le temps aujourd'hui maintenant, mais 1 an et demi de galère, quoi, en fait, vraiment très difficile, et sans avoir aucune certitude que ça va marcher. Donc voilà, et en fait c'est juste ça pour dire que n'importe qui peut y arriver, s'il veut vraiment. Ça marche, c'est le message de la fin. Écoute Mathias, merci d'être venu. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent travailler avec toi ou entrer en contact avec toi ou quoi que ce soit? Pour l'instant, pas grand-chose. Alors pas LinkedIn, éventuellement mon profil Facebook. Ok.
Et puis après, ce sera les trucs qu'on fera avec mon agence, les produits, etc. De copywriting. Mais pour l'instant, c'est pas fait encore et c'est pas sur mon branding personnel directement. Et donc voilà, pour me contacter, le plus simple, c'est mon profil Facebook. Et Ok, ça marche. Merci beaucoup d'être venu, Mathias. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Carrément. Merci à toi, c'était un super. C'était cool d'avoir un vrai échange, du coup, comme ça, de pouvoir parler de plein de trucs liés au copy. Ouais, C'était intéressant. ça va. Voilà, cette interview elle est finie. Et si vous avez envie d'apprendre à fidéliser votre audience avec vos vidéos, vous êtes au bon endroit, hein, c'est littéralement ce que je propose sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez vous abonner, vous connaissez le bail. Et si vous aimez mon contenu et que vous voulez aller plus loin avec moi, sachez que j'ai une newsletter, premier lien dans la description. Dedans vous aurez du contenu exclusif, c'est-à-dire des conseils et des idées, pour vous aider à avoir le script de vos vidéos d'une nouvelle façon. Et en bonus, vous serez redirigé vers une vidéo dans laquelle j'écris littéralement une vidéo sous vos yeux. Et à chaque étape de mon processus, je vous explique ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc cliquez sur le premier lien en description, ça vaut le coup. Et si vous m'aimez vraiment beaucoup, je vous mets une vidéo ici dans laquelle j'analyse Oussama et j'explique comment est-ce qu'il fait pour être captivant. Et sur ce, moi je vous dis à toutes.